Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse un petit peu pour le fait que cette émission du mois de mai soit en deux parties. C'est parce que la première partie a fait pas mal de temps et il nous restait quelques quelques sujets à aborder. Donc là, je suis encore avec Clay qui nous a accompagnés du dernier épisode. Salut tout le monde. Et nous avons été rejoints par deux stagiaires de l'Infolab je vais vous demander à vous trois de vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas déjà. Pasco, artiste, producteur. Mhm. Moi, c'est Coraline, je suis dans le théâtre. D'accord. Avant de commencer, je peux vous demander si vous avez l'habitude de lire et si oui, qu'est-ce que vous lisez d'ordinaire? Du coup, moi, je lis assez régulièrement, je dirais toutes les semaines. Et je peux lire un peu de tout, comme des mangas, comme des romans, ou des livres philosophiques, ça m'arrive aussi. Mhm. Est-ce Ok. que tu peux citer ta dernière lecture ou... Ouais, c'est La main gauche de la nuit. Ok. Ça parle de quoi? En gros, c'est sur une autre planète, c'est si un concept où la société, il n'y a pas de genre, les personnes, elles sont non-genrées, il n'y a pas de sexe, c'est-à-dire que ça se développe que en période en gros de rites entre parties. Du coup, la société est totalement désexualisée et il n'y a pas de problème entre les hommes et les femmes parce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes. Et du coup, ça remet en Mhm. question toute la société, c'est intéressant. C'est une société d'hermaphrodites, comme des escargots? Non, même pas. Mais C'est des humains. Ouais, mais ils se Reproduisent. reproduisent. Parce que en fait, c'est ça, ils ont une sorte de période de chaleur entre guillemets où du coup là quand ils sont tous les deux du coup deux individus en chaleur ils vont se décider le sexe mais que pendant une semaine à peu près et après ils ont plus rien. Mhm. Ok. Ok. Donc toi, Et Vasco? moi, la même chose que Coraline. En ce moment, là, je suis en train de lire un manga qui s'appelle A Silent Voice. Ok. C'est un manga qui parle d'une fille qui est malentendante et qui s'est fait harceler et- par, un, par un gars. Et au final, des années plus tard, ils vont essayer de mieux s'entendre pour mieux se rétablir. Voilà. D'accord. Et donc, je vais vous poser la question à tous les trois, qui peut être très intéressante. C'est si vous devez retenir un seul livre dans votre vie qui vous a marqué, ce serait lequel? Toujours confondu. Toujours confondu. Ça peut être positif comme négatif, hein, Hmm. mais un livre qui vous a marqué. Moi, je pense que je dirais Naruto, hein. Et je vous promets que ça m'a marqué. Non, Mhm. c'est triste, hein. Il y a certaines scènes qui sont tristes, qui restent dans la tête. Et voilà, quoi. Ça reste dans la tête. Et Naruto ou Naruto Shippuden? les deux. Et Des œuvres Boruto? d'art. C'est mort. C'est mort. Jamais. Jamais. Ok. Bon, moi, je pourrais pas trop en parler parce que j'ai jamais commencé Naruto, mais bon, c'est pas grave. Ok. Coraline? Moi je sais pas, j'ai réfléchi encore, hein. Ok. Clay, t'as une idée? Moi, c'est Jojo. Ah, JoJo's Bizarre Adventure. Jojo's Bizarre Adventure. euh, Deux arcs particulièrement. Golden Wind, donc du coup qui est l'équivalent de la saison 5. 5, c'est ça, avec Giorno Giovanna et la Steel Ball Run, Mhm. du coup l'équivalent du chapitre 7, qui pour moi sont... Surtout la Steel Ball Run, c'est vraiment... Pour moi, c'est une œuvre d'art. On Mhm. n'est même plus sur de l'œuvre littéraire, pour moi, c'est une œuvre d'art. Ouais. Dans tout, dans le rythme, dans ce qui est proposé même au niveau des images, parce que du coup, c'est un Ouais. manga. Pour moi, il y a plein de choses qui font que le truc est culte et ça vieillit super bien. C'est-à-dire que tu vois, c'est des lectures que je refais régulièrement et ça change pas en fait. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas par exemple de Phantom Blood ou tu vois ou des premières saisons qui pour moi ne vieillissent pas forcément si bien que ça, mais que j'aime quand même. Mais c'est ouais. Ouais, bah alors que pour moi, Phantom Blood et Battle Tendency, justement, c'est des saisons qui peut-être vieillissent moins bien que d'autres, mais qui sont pour moi mieux construites narrativement. Alors, D'accord. alors que dans les parties d'après, t'as surtout beaucoup de combats qui s'enchaînent avec pas forcément de thématiques liées Ouais, de derrière. lien, ouais, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord de fou. En fait, le propos du stand est venu remplacer un peu
l'aspect héroïque et la quête initiale, en fait, qui était de se débarrasser du fameux masque de pierre. Et on voit, en fait, tout doucement Ouais. disparaître ce truc-là. C'est pour ça que j'ai un amour particulier pour le reboot, parce que du coup, c'est plutôt assumé. Le reboot de Steel Ball Run, qui est un peu plus... Ouais. Voilà, venons, redonnons du sens à l'œuvre originale, et Mm. j'aime bien. Après, moi, je me suis arrêté à la première partie de Stone Ocean. Mm. Donc, j'en suis pas encore à la Steel Ball Run, mais il me semble que ça commence à être à sortir en animé. Il Ouais, il y y a le a eu premier un épisode qui épisode est de sorti, sortie. ouais, ouais. Et la suite, ce sera en septembre ou en octobre. Donc t'as le temps. Ouais. Donc, Coralie, t'as eu le temps de réfléchir? Ouais. Alors, j'hésite entre deux choses. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup des légendes et histoires d'horreur parce que je trouve ça fascinant. Surtout des choses qui existent depuis des millénaires. C'est fantastique de se dire que c'est Mhm. des histoires qui restent dans le temps. Donc, il y a notamment le fantôme de l'opéra. Ce genre d'histoire-là, j'aime bien. Ouh. Et après, il y a aussi Le Petit Prince, qui est vraiment un classique. Et j'adore parce que c'est un petit garçon qui vit dans les étoiles. Et rien que cette idée-là, c'est Mhm. fantastique. Ouais. Bah, le fantôme de l'opéra, j'ai eu l'occasion de le lire et franchement, elle est très cool comme histoire avec un aspect d'horreur gothique que j'aime beaucoup, un petit peu comme Dracula ou le monstre de Frankenstein. Après, Le Petit Prince, il est dans ma pile à lire, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais c'est quelque chose que je compte faire un de ces jours et je pense que je vais adorer comme beaucoup de lecteurs. Et avant de passer à... J'en avais une dernière. Ah oui. J'avais Berserk. Berserk. Ouais, Berserk, j'ai commencé, je me suis arrêté à l'Eclipse. Donc, pour les personnes qui connaissent dans nos auditeurs, je pense qu'ils sauront tout de suite de quoi je parle et je laisserai la découverte aux autres. Mais ouais, c'est pas forcément le genre qui m'intéresse le plus, mais ça reste très marquant dans son genre. Et donc, juste avant de passer au retour sur la nouvelle de Clay, je voulais instaurer un petit concept qui va durer jusqu'à la fin de l'année et qui sera rebooté à chaque année dans laquelle je vais faire ce podcast. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dépasser les 10 livres traités cette année, je vais faire un top 10 des livres de l'année. Et ensuite, à partir de là, je nommerai juste les livres qui sortent de la liste à chaque mois. Et ensuite, vous vous rendrez compte de mes livres préférés de l'année lors du bilan de fin d'année. Tier list, quoi. J'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Donc là, je lis mes 10 premiers livres de l'année dans l'ordre chronologique. Donc Donc, tu les as tous terminés. ouais, tous terminés, Ok. donc là, dans l'ordre chronologique. On a eu koh le guide de l'aventurier. Prenez le temps d'y penser, tome 1. Conte du monde. Ensuite, on avait... Il me semble que c'était Pays réel, suivi de Caligula, Le malentendu, Écriture, mémoire d'un métier, L'hydrogène meurt et Les animaux de bord de mer, il me semble. Ah oui, et 350 citations indispensables. Voilà. Ok. Donc le mois prochain, vous aurez la liste des livres qui sortent de ce classement-là. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la nouvelle que tu as écrite, Clay, qui s'appelle Ne me mentez pas. Ouais. Donc, si tu devais la décrire en quelques mots, dis-nous de quoi ça parle, le résumé. Alors c'est l'histoire de Wael, qui est du coup un journaliste, qui est passionné, entre guillemets, je dirais, obsédé par la vérité, suite à un traumatisme d'enfance. Et du coup, depuis, c'est ce qui l'a aussi poussé à sa carrière professionnelle d'être journaliste, donc du coup d'exposer la vérité et de travailler autour de ça. Et lors de sa vie, à un moment, il y a quelque chose de particulier qui arrive. Je vais essayer de pas spoiler, mais en gros, une rencontre fait qu'il est doté d'un pouvoir qui fait que lorsque les gens mentent face à lui, il meurt. Mhm. Donc l'histoire tourne autour de le fait qu'il découvre ce pouvoir,
le fait qu'il commence à comprendre comment il fonctionne et il va essayer de s'en servir sans trop s'en rendre compte, mais au début, vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais pour s'en servir pour faire le bien en tant que journaliste, quoi. Mais il y a vraiment cette idée de c'est quoi la vérité, c'est plutôt ça les thèmes abordés. Parce qu'une vérité peut être, par exemple, si demain Vasco me dit moi je pense que le ciel il est violet, et c'est sa vérité, est-ce que si moi je lui dis de quelle couleur il est le ciel et il me dit il est violet, et qu'il meurt pas, par exemple, bah ça veut dire que c'est sa vérité à lui. Donc pour moi ça questionne ça en fait, les points de vue des gens, comment en fait le mensonge peut aussi forger certains caractères, certains comportements. Et dans l'histoire, il sera confronté à un antagoniste qui est une personne corrompue. Et l'histoire tourne autour de un peu cette chasse à cet homme-là. Il y a une sorte de bataille qui se fait, un peu une bataille mentale. Et voilà, ça se termine sur leur confrontation, dont je ne dirai pas la conclusion. Mhm. Ça va, ça spoil pas trop. Bah oui, oui, ça va. Il y a les grandes lignes. Après, je pense que tu aurais peut-être même pu ne pas trop mentionner la confrontation finale. Ouais. Si tu voulais vraiment garder le suspense, mais à mon avis, ça. Oui, bah après, de toute Pas façon, grand-chose. l'idée, c'est que c'était, enfin, pour moi, c'est un peu pour moi, c'est la grande ligne. C'est cette confrontation entre une personne qui cherche la vérité et l'autre qui cherche à la terre. Ouais, Ouais. c'est un peu dans ce sens-là que je le voyais, moi. Euh, Bah pour moi, ma première question, ça serait qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'écrire cette histoire à la base? Qu'est-ce qui t'a poussé à en tisser les grandes lignes en fait? Bon, déjà, initialement, et tu as pu le voir, je suis un très très grand fan de certains mangas, notamment, j'adore Death Note. Mhm. Parce que en fait j'aime quand on revient à discuter du pouvoir qu'on met entre les mains d'une personne lambda. Je m'explique. Si demain, par exemple, Coraline, on lui donne le pouvoir de voler, ce qui normalement n'est pas dans ses capacités, qu'est-ce qu'elle en ferait? Si demain je donne à Vasco le pouvoir de voir à travers les murs, qu'est-ce qu'il en ferait? Si je te donnais à toi le pouvoir demain de disparaître, tu vois, genre en mode invisible, quoi, qu'est-ce que t'en ferais? Mhm. Je trouve que ça, déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir en fait comment le comportement humain, il peut changer lorsqu'on lui donne quelque chose qui ne lui est pas destiné. Enfin, quand on lui accorde un pouvoir, hein. Ouais, c'est ça, un pouvoir ou quelque chose ou une capacité. On le voit pour les personnes qui ont des capacités de fou, ou qui ont des morphologies particulières. Par exemple, je vais citer Michael Phelps, qui a du coup, je sais pas si vous voyez c'est qui, Non. c'est le champion du monde de nage toute catégorie, qui est Hmm. américain. Et en fait, il a une déformation. Il a les grands dorsaux et les trapèzes, etc. Comment on appelle ça, hein, ils sont surdéveloppés en fait. Donc en fait, quand tu le regardes, le mec, c'est vraiment un V, tu vois. Et en fait, cette capacité, enfin cette différence, a fait qu'aujourd'hui, ça lui donne un avantage plus que probant dans le sport, en fait. Et on peut reprendre un peu plus récemment euh, Wemby, du coup le basketteur Wemby Nyaba, je bouffe son nom et son prénom, je suis désolé. Mais en gros, c'est un basketteur qui est extrêmement grand. Il doit faire 2 mètres 20 ou une bêtise comme ça. Et en fait, l'avantage par rapport aux autres, c'est qu'il est grand et athlétique. Ce qui n'est pas forcément le cas des personnes qui sont tout le temps très très grandes, qui malheureusement subissent en fait le fait qu'ils soient trop grands. Tu sais, tu as vraiment les problèmes du gigantisme, en fait, ils deviennent un peu lents, ils ont des problèmes d'articulation, etc. Lui, c'est pas du tout le cas. Mhm. Il est super grand, super athlétique, super agile, super rapide. Et il est basketteur. Il a même pas besoin de sauter pour mettre des contres, tu vois. Il a même pas besoin de sauter pour dunker. Enfin, tu vois le monde, quoi. Et en fait, je me dis, quand il y a quelqu'un qui est doté de quelque chose de particulier, bah, comment les gens réagissent. Et Mhm. ça, c'est vraiment l'idée initiale. Et après, moi, je l'ai pu voir notamment tout au long de ma carrière. Il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé le mensonge pour ou de taire certaines vérités, ou tu sais, on va dire, de modifier un peu la réalité, etc., pour se donner des avantages.
Et c'est toujours quelque chose qui m'a un peu fait réfléchir en me disant pourquoi les gens y mentent, sachant que à la fin ça apporte quand même plus de problèmes. Mhm. C'était ça mon postulat de base quand je l'ai écrit. Ouais. Pourquoi mentir quand ça apporte plus de problèmes que normalement ça en apporte? Enfin, que de bonnes choses que ça apporte. Et c'est là qu'en écrivant mon postulat, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, le mensonge, il n'est pas tant puni que ça. Ouais. Mais d'ailleurs aussi, bah, j'ai eu plein d'idées qui me sont venues en tête pendant que tu as parlé de ça. Je reviens sur ce que tu as parlé au niveau des capacités, des pouvoirs de certaines personnes. Le pouvoir que détient Wael dans la nouvelle, il est vraiment surnaturel. Et tu as parlé des capacités physiques. Mais moi, quelque chose qui me surprend aussi, c'est les capacités intellectuelles de certaines personnes. 100% d'accord, c'est pareil. En exemple très récent qui m'a marqué, tu as Émilien qui était maître des 12 coups de midi pendant très très longtemps. Il me semble que c'est la personne enfin, le candidat d'émission de télé à avoir remporté le plus de choses, Ouais. il Mhm. me semble. Donc le gars a un niveau de culture générale absolument dingue. Mhm. Mais aussi, en autre exemple plus classique, on a Nikola Tesla qui était réputé en fait pour avoir une sorte de palais mental où il représentait toutes ses inventions dans sa tête avant de mettre ses schémas sur le papier. Mhm. Un peu comme Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, je ne sais pas s'il faisait ça, mais c'est probable. Parce qu'il avait quand même pas mal de plans qu'il savait non réalisables, qu'il avait dans la tête, et il a commencé à les écrire. Comme Ouais. ça, en fait. C'est comme ça qu'il a commencé ses plans, parce qu'il savait mentalement comment ils existaient dans l'espace, comment ça fonctionnait, mais il savait qu'il n'avait pas la technologie pour le faire. Mhm. D'ailleurs, on voit dans les premiers plans de Léonard de Vinci, on voit les premiers avions, au moins les premières choses motorisées qui volent, que lui a proposé avant même qu'on y pense, nous, en fait. Oui, et même des tanks aussi. Ouais. Mais ouais, c'est des gens qui sont vraiment en avance sur leur époque. Sinon aussi, bah, je sais plus si je l'ai déjà mentionné dans ce podcast, mais bah, j'ai eu l'occasion de lire ta nouvelle et de te faire un retour dessus. Ouais. Et justement, tu as évoqué le fait que tu étais fan notamment de Death Note, et ça se ressent beaucoup dans, dans la nouvelle, au point où je me dis que faudrait peut-être adoucir un petit peu cet aspect-là pour éviter de faire trop repomper dessus. Ouais. Ah bah, du coup, on en a discuté parce qu'initialement, quel que soit le mensonge, la réponse est la mort. Et Alexandre m'a dit, à juste titre, m'a dit, voilà, dans certains cas, ça peut être hardcore. Imaginons un gamin qui dit, est-ce que t'as volé? Il dit, oh non, j'ai pas volé de bonbons. Il meurt. Fin de l'histoire. Ouais. Donc du coup, peut-être imaginer, parce que la proposition que tu m'avais faite, c'était d'imaginer des répercussions en fonction du mensonge. Par exemple, je Oui. sais pas moi, quelqu'un qui dit ah, non, j'ai pas trompé ma femme, et en fait, bah, il y a la répercussion va être en lien avec bah, du coup de l'adultère ou des choses comme ça, Ou en fait, c'est sa femme qui le trompe à son tour. par exemple. Je trouve que l'idée elle est intéressante, mais moi j'aimais bien quand même l'idée que presque il y a de la terreur à l'idée de mentir dans ce nouveau système en fait. Et que effectivement, ça peut paraître hardcore pour un enfant de mourir, mais est-ce qu'un petit qui ment, ça c'est une question que je me suis posée aussi, et c'est pour ça que tu verras dans ma nouvelle, il n'y a pas de présence d'enfants, il y a vraiment beaucoup d'adultes, tu Oui. vois. Enfin, il n'y a que des adultes d'ailleurs. L'idée c'était que est-ce qu'un enfant qui ment parce il a volé des bonbons, tu vois, est-ce que c'est un vrai mensonge? Bah, à partir du moment où il est conscient qu'il ment et il est conscient des répercussions que ça a, Ouais. c'est un mensonge. Mais, Après, ouais, ouais, bien sûr. Mais est-ce que, du coup, dans l'aspect vrai, mais du coup, je me dirais, est-ce que son mensonge a une conséquence, tu vois? Mhm. Et c'est peut-être ça que j'aurais dû intégrer, ou peut-être Ouais. que je pourrais intégrer sur le fait qu'un mensonge peut avoir bah, zéro conséquence, directe ou indirecte, tu vois? Et c'est pour ça que l'idée de, effectivement, d'adapter le pouvoir aux fonctions du De mensonge, nuancer le propos. c'est ça. Le nuancer. Après, je sais pas, je trouve ça intéressant, mais j'ai peur qu'on enlève une partie qui est vraiment de si les gens mentent,
Enfin, si là, par exemple, je vous dis, bah là, si vous me mentez ou je vous pose plein de questions et il y en a un de vous qui ment, vous mourrez. Mhm. C'est pas la même pression que de dire, t'auras une conséquence en fonction de ton mensonge, tu vois. Ouais. Bah, après, ça rejoint un petit peu, je sais plus si, voilà, il me semble que c'était Hitchcock qui avait émis cette idée. C'est la différence, je crois, entre la surprise et le suspense. C'est-à-dire que tu as différentes personnes qui sont assises autour d'une table, et en fait, il y a une bombe qui est cachée sous la table. Donc, le spectateur, lui, n'est pas au courant qu'il y ait une bombe sous la table. Et au bout d'un moment, la bombe explose. Ça crée une surprise. Mhm. Mais par contre, si tout le monde est au courant que, enfin, dans Qu'il y le a une public, bombe sous la qu'il y a une table, bombe ouais, sous la table, c'est ça du crée du suspense. suspense. C'est ça. Et sinon aussi, concernant le fait de nuancer le propos, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est les mensonges qui sont plus nocifs pour le menteur que pour les personnes à qui le mensonge est raconté. Mhm. Donc typiquement, si tu prends le cas d'une personne qui, dans son foyer, est battue ou abusée, et qui va dire autour de lui pour pas, comment Inquiété. dire, éveiller les soupçons, non mais tout va bien, des Ouais. trucs comme ça. Quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait de faire en sorte que la personne coupable des abus soit celle qui subisse les répercussions du mensonge dans ce Mhm. cas-là. Mhm. Ouais, ouais, effectivement, c'est ultra intéressant ça comme Twitch, enfin comme évolution, parce qu'au final, une personne qui mentirait pour entre guillemets son bien, parce que imaginons demain si à l'annonce bah, je suis battu par mes parents ou je sais pas par mon mari dans cas de Ouais. violence conjugale, bah, du coup la répercussion elle serait directement sur lui. Mais justement aussi, ça pourrait permettre de libérer les paroles à ce niveau-là, dans le contexte où les gens sont placés devant le fait accompli enfin, que le mensonge tue. Mm. Et donc, les personnes qui seraient victimes de ce genre de situation-là pourraient s'exprimer librement parce qu'elles auraient trop peur que la mort vienne les attraper. Mm. Ça peut poser un autre débat. Ouais, ouais, c'est bah, pour moi c'est deux versions différentes. Ouais. Bah après, je trouve que dans ce cas-là, du coup, le mensonge, ça serait plus une forme de justice, sauf que bah, la capacité, elle aurait pas cette. Je sais pas, elle n'a pas l'esprit de faire la différence entre le mensonge qui protège et le mensonge qui est juste là pour cacher la vérité. Du coup, c'est un peu étrange de se dire que la capacité, elle aurait de la justice elle-même. Ouais, c'est vrai, c'est une limite à laquelle j'avais réfléchi. Et ça fait que soit justement il y a une sorte de justice divine qui arbitre les cas, selon, ou sinon c'est vraiment la justice impartiale, la loi du talion qui fait que si tu mens, tu meurs. Ouais, Ouais, mais tu vois, si on part du principe que tu mens, tu meurs, et que tu sais que si tu mens, tu meurs, est-ce que t'es battu par ton mari? oui. Je dis oui Elle dit direct. oui, Mhm. parce qu'elle sait qu'elle meurt. Ouais. Et si par exemple on chope le mari derrière, ah, tu bats ta femme et tout, il dit non, c'est pas vrai, il meurt. Ouais. Justice rendue. Je sais pas, je me dis. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, moi, le twist, j'y ai réfléchi hein, depuis que tu me l'as dit. Je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose qui évolue? Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que, et ça rejoint un peu ta remarque à toi, c'est que s'il y a une sorte de justice qui s'adapte et qui viendrait proposer du coup une punition adaptée, adaptée par rapport à qui et par rapport à quoi? Il y a toujours une morale en fait derrière. Ouais. Et la morale, elle est initialement humaine. Donc ça veut dire il y aurait quelque chose derrière ou une morale humaine qui serait quand même à l'origine de cette justice, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, si on prend des pays où l'esclavage par exemple est autorisé, et bah si tu vas là-bas et tu leur dis oui, est-ce que tu as des esclaves? Ils disent bah oui, et est-ce que tu les traites bien? Bah non, et c'est ok, c'est des esclaves, tu vois. Mhm. Et qu'il n'est pas mort, il aura pas menti, tu vois. Ouais. Mais la justice, elle n'est pas respectée quand même, tu vois. Parce qu'il aurait fallu qu'il mente pour que la justice soit faite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais parce que le pouvoir fonctionne par rapport au mensonge. Exactement. Ouais. Après, là aussi,
Donc justement, je t'ai donné des conseils pour ton histoire. Là, sur le fait de nuancer l'approche par rapport au mensonge, ou encore les références au manga Death Note, est-ce que tu as d'autres idées que je t'ai soufflé à l'oreille qui t'ont marqué et dont tu aimerais partager un petit peu le ressenti? Il y en a deux. La première, c'est que initialement, parce que tu l'as dit, le titre de la nouvelle, c'est pas Ne me mentez pas, c'est Don't Lie to Me, donc en anglais. Et tu m'as conseillé effectivement de plutôt prendre le sous-titre que j'ai mis en français, parce que du coup, à la vision des éditeurs ou des choses comme ça pourrait être mieux en fait de ne pas avoir un titre en anglais. Ce que je trouve plutôt, enfin, ce que je trouve plutôt un bon conseil, parce que là, du coup, après, c'est plutôt du perso, mais moi, je suis bilingue et je vis en anglais. C'est-à-dire Mhm. que là, tu vois, genre, au quotidien, j'utilise des outils en français, etc. Mais chez moi, quasiment tout est en anglais. Je suis toujours en train de. Mes logiciels sont en anglais, mon téléphone est en anglais. En fait, je vis anglais, tu vois. Et donc, initialement, quand j'ai écrit mes notes et des choses comme ça, je l'avais écrit en anglais, tu vois, les Mhm. premières idées. Donc, j'étais resté sur ça, mais effectivement, en français, Mhm. je trouve que c'est mieux et c'est un peu plus marquant. Surtout que en fait la formule ne me mentez pas en français revient à plusieurs reprises dans le texte. Oui, Ce qui n'est pas le cas de Don't Lie to Me parce que le personnage exactement. parle pas anglais Anglais, dans effectivement, la effectivement. nouvelle. Et après, tu m'as fait d'ailleurs une remarque sur ça, sur le fait qu'ils le disent plusieurs fois dedans, et que ça pouvait casser un peu bah, l'effet, tu vois. Donc peut-être revoir la première fois où il le dit, c'est-à-dire, tu sais, la toute première fois où il annonce en fait à son lors de la visite, enfin lors de son échange avec avec l'antagoniste, son premier échange, où il dit ne me mentez pas, de façon un peu genre comme une règle, tu vois. Et encore une fois, je ne spoil pas la fin, où il redit cette phrase-là, qui est de façon vraiment plus vindicative, qui annonce la règle officielle, en fait, tu vois. Et effectivement, ça peut perdre de son effet si je le répète trop, en fait. Donc je l'ai déjà fait deux fois, bon, peut-être que deux fois c'est pas assez, ou peut-être que c'est déjà trop, mais je l'ai marqué, en fait. Ouais. Non, deux fois, deux, trois fois pour moi ça me semble vraiment bien pour créer une répétition et que ça a un aspect choc. Et moi, j'aimais bien l'effet que la première fois, il l'a dit un peu genre de façon professionnelle, tu vois. Mhm. Il était dans ce premier échange en disant ne me mentez pas. Ouais. Et la deuxième fois, quand il le dit vraiment comme une règle. Tu vois, genre, c'est presque comme s'il y avait un changement de pièce, un pile ou face, tu vois. Il y avait le pile, et là, c'est le face, tu vois. Il donne, Ouais. ne me mentez pas, tu vois. Bah moi ça sonne presque comme une menace en fait. C'est exactement ça. Et par rapport aussi à ce que tu disais, le fait que tu pouvais peut-être approcher un éditeur, je me demandais si c'était une intention de base de vouloir peut-être éditer cette histoire un jour, ou si c'était vraiment un premier jet, quelque chose que tu écrivais vraiment pour toi, et dans quelle mesure mon retour aurait pu t'aiguiller dans un sens ou l'autre. Alors, ton retour n'a pas infirmé ou confirmé mon envie de vouloir partager mon histoire. Le seul retour, moi, qui m'a fait réfléchir, c'était plutôt de me dire, aujourd'hui, je ne pense pas, si je demande à tout un chacun, est-ce que vous achèteriez une nouvelle de moins d'une centaine de pages, sous format de livre ou des choses comme ça? Si j'y intègre peut-être des illustrations, pourquoi pas? Mhm. Tu sais, histoire de rendre le truc un peu plus vivant, tu vois. Ouais. Mais encore, parce que je l'ai un peu écrit, vraiment, je me considère pas comme un écrivain ou je me considère pas comme quelqu'un qui veut aller vers ça. C'est juste un art que j'aime. J'aime beaucoup lire. J'aime raconter des histoires. Moi, plutôt de façon à l'oral, même dans mes textes, tu vois, dans ma façon plutôt de m'exprimer. Je vais écrire des paroles, des chansons parce que ça raconte une histoire. Ils sont beaucoup plus courtes, effectivement. En 2 minutes 30 c'est réglé. Mais il y a vraiment cette idée de j'aime bien raconter des histoires. Donc, ça m'a conforté à travers ton retour que l'histoire était intéressante. Mhm. Donc ça, pour moi, ça, voilà, j'ai quand même envie de la partager, mais si je la partage, je la partagerai peut-être de façon gratuite Mhm. sur des sites d'ailleurs, parce que j'ai, grâce à toi,
et en revoyant un petit peu ton contenu, j'ai pu voir que toi, tu utilisais du coup des services en ligne pour pouvoir partager tes histoires, etc. Mhm. Ce que je trouvais ultra intéressant parce que je connaissais absolument pas. C'est comme ça, par exemple, que j'avais vu tes poèmes, notamment. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être peut-être une opportunité pour moi de partager mon histoire. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un aspect communautaire. Donc peut-être me dire, bah, aujourd'hui, d'avoir peut-être plus de retours, encore même des gens Mhm. qui pourraient être intéressés par mon histoire et Ouais. peut-être la retravailler encore, etc. Mais vraiment comme un premier jet, effectivement, ouais. Mhm. Un premier jet, voir un peu comment les gens apprécient ou pas, et puis peut-être le faire évoluer. Mais il y a vraiment cette idée, ouais, de premier jet. Ouais. Après, quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit je ne me considère pas forcément comme un auteur ou un écrivain. Et bah, à mon sens, en fait, à partir du moment où tu écris quelque chose dans un but artistique, tu es un écrivain par définition. Ok. Après, plus ou moins en fonction de comment tu t'investis dedans. Mais là, déjà, ce que tu as écrit, c'est intéressant. Et dans les retours que je t'ai fait, en fait, justement, je me disais que c'était un petit peu trop court pour le propos que tu avais à raconter et les thèmes qui pouvaient être développés par rapport à ta nouvelle. Hmm. D'ailleurs, là, justement, je suis en train de lire Fahrenheit 451, que je vais traiter dans le podcast du mois prochain. Et en fait, l'auteur Ray Bradbury avait écrit un texte de base et son éditeur lui a dit, attends, mais le propos est tellement intéressant, faudrait que tu écrives plus que ce que tu ne l'as fait pour donner un récit un peu plus complet et explorer les thématiques. Hmm. Ce qu'il a fait. Hmm. Et bah là, justement, en fait, je pense que ça pourrait être le cas avec ton histoire, en étayant un petit peu les personnages, le contexte, la psychologie de Well et d'autres personnages. Ouais, même la relation qu'il a avec Fatima. Ouais, Ouais. même le groupe Ouais. qui associe les règles de la vérité dans la deuxième partie de l'œuvre, qui Hmm, pour hmm. moi est vraiment très intéressante sur le papier. Et tu disais que tu demandais si les personnes pouvaient être intéressées par une histoire de moins d'une centaine de pages dans le cadre d'une nouvelle. Eh ben, il y a certains textes qui répondent à ce schéma-là. Donc, on prenait par exemple le cas du Petit Prince tout à l'heure, qui est un texte très court, mais qui pourtant a reçu un succès absolument phénoménal. Là, il y a certaines nouvelles, par exemple de Jack London, qui sont très intéressantes à ce niveau-là. Tu as des écrits de Roald Dahl qui sont aussi très courts, ou même des contes et légendes qui ne Ah sont oui, pas oui, bah, vraiment très longues. oui, oui, Donc, comme les fables de La ouais, Fontaine ou des choses comme ça. Il y a des choses plus courtes, effectivement, qui portent une morale et qui, oui. du coup, ne dépassent pas les 100 pages, Un largement. texte court ne veut pas forcément dire un manque de qualité. Hmm. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison à s'en faire à propos de ça. Mais voilà, ce que je pourrais te conseiller, ce serait soit de garder la nouvelle dans le format actuel tel quel, mais si jamais tu veux publier un jour, peut-être la mettre dans un recueil de nouvelles Hmm. qui serait adapté pour un format de, de type roman, ou soit de faire un roman très court, entre une cinquantaine et une centaine de pages. Ouais, donc je pourrais reprendre ce que j'ai fait, étayer un petit peu sur les points qu'on avait dit et rester sur ce format-là qui pour moi me convient parce que je veux quand même aller droit au but. J'ai pas forcément envie d'aller trop loin dans le... Peut-être effectivement, d'ailleurs c'est une question qui m'est venue, je coupe dans le dernier. Est-ce que l'auteur de Fahrenheit 451, sa nouvelle, il l'avait sortie ou il l'avait mise à disposition? Bah non, en fait, je pense que le livre est sorti en 1953. Donc déjà, il n'y avait pas beaucoup de manières de faire connaître une histoire en dehors de la publication Hmm. via un éditeur. Ok. Donc justement, en fait, il avait proposé la nouvelle qu'il avait écrite à son éditeur et Ouais, son ouais, éditeur lui a ouais. fait le retour pour dire faudrait que tu écrives plus pour développer les thématiques. Hmm. Ok. Bon, bah, du coup, peut-être effectivement à ce moment-là, peut-être en mettre un format euh, type Wattpad ou demander peut-être à d'autres lecteurs de me faire des retours pour continuer à étayer en fait sur ces aspects-là
Du coup, peut-être proposer effectivement une version un peu plus, Mhm. Ouais. comment je dirais, plus détaillée ou plus explicite ou moins explicite. Revenir aussi bah, sur ce fameux effet du pouvoir ou pas, tu vois. Ouais. Réfléchir à ces parties-là dans une des deux, quoi. Ouais. Moi, je me suis dit qu'aussi, tu pourrais développer le fait du rapport à la mort qui va être totalement changé dans la société. Typiquement, imaginons que quelqu'un choisisse de mentir. Ça voudrait dire que ce serait devenu une forme de suicide de mentir, tu vois. Et du coup, en fait, ça remet en question plein de choses aussi par rapport à la mort. Parce que du coup, là, ça veut dire que les gens, ils peuvent mourir en un claquement de doigts, en fait, s'ils le veulent. Mhm. Et du coup, ça change beaucoup de choses aussi, sociétairement parlant. On peut même dire même que la mort est partout en fait. Ouais. Beaucoup plus centré sur ça et que c'est tout autour. Ben, moi, c'est un écrit, un conte breton qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle La légende de l'Ankou. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois pas. En fait, le principe est simple, c'est que tu as un homme qui vient d'être père et qui cherche un parrain pour son fils. Et lui, il cherche l'homme le plus juste de la planète pour devenir le parrain de son fils. Donc il va voir des hommes au hasard un petit peu sur le chemin qui sont d'apparence respectables, mais qui ne sont jamais totalement justes et impartials. Et donc à la fin arrive l'Ankou, donc la représentation de la mort chez les Bretons. Et il s'avère que la mort, c'est le concept le plus juste qui soit, puisque elle emporte les vieux comme les jeunes, les riches comme les pauvres, les justes comme les injustes, de manière totalement équitable et impartiale. Et justement, à la fin du conte, quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à ça, parce qu'on aurait pu s'arrêter là avec cette morale-là, mais l'homme vieillit, son fils grandit, et donc Lankou lui demande de venir le voir dans sa demeure. Et on se rend compte que le château de Lankou est parsemé de bougies allumées, certaines plus grandes que d'autres. Et donc la bougie qui représente la vie du fils de l'homme qui était devenu son ami, elle est vraiment, comment dire, radieuse, avec une très longue tige de cire, Ouais. alors que la bougie qui représente la vie de l'homme qui est Qui venu sont le là, voir, ouais. Elle est très courte. ouais, elle est sur le point de s'éteindre. Mm. Justement, en fait, l'homme se dit, enfin, c'est dit dans sa tête, est-ce que je pourrais demander à la mort de me donner un petit peu de temps en plus, rien qu'un petit peu, pour pouvoir profiter de la vie avec mon fils? Mais il s'est dit que si, enfin, s'il faisait cette demande-là, il ne respecterait pas lui-même la justice qu'il demandait pour son fils. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant en termes philosophiques et thématiques. Donc c'est pour ça que ce conte m'a marqué sur l'impartialité de la mort. Mm. C'est un sacré paradoxe. Mhm. Le chemin, il me fait penser à le chemin de la vie, tout simplement. Parce que avec son fils, qui cherche des personnes genre, sur la route, genre, ça fait comme si c'était un chemin semé d'embûches pour trouver finalement le bon parent. Et en fait, ça raconte en quelque sorte la vie, juste après, avant la mort. Je sais pas comment expliquer, mais Moi, j'aime bien le fait que la vie, elle soit représentée par des bougies. Je trouve que ça illustre bien. Mhm. Parce que quand t'es jeune, du coup, t'as un peu la flamme de la jeunesse, comme ils aiment bien dire. Et du coup, sa bougie, elle est radieuse, donc ça veut dire qu'il a énormément de temps et sûrement beaucoup d'énergie, dynamisme. Oui. Tandis que l'autre, qui est à la fin de sa vie, il dépérit petit à petit, donc on voit la flamme qui s'éteint. Ouais. Et puis aussi, l'idée de la, comment, de la bougie, c'est que c'est aussi très fragile. Mm. La cire, tu vois. Mm. J'aime bien aussi cette idée que, bah, avec un coup de vent, un accident, une bêtise comme ça, Fini. finito. Et d'ailleurs, justement, j'avais fait le rapprochement dans une de nos discussions antérieures concernant ta nouvelle avec le livre de Bernard Werber, Les Thanatonautes, où en fait, l'histoire, c'est que les hommes se sont mis en quête d'explorer un des rares endroits qui n'a
pas pu être exploré par l'homme, à savoir le territoire des morts. Donc il s'inspire à la fois de la mythologie, mais dans un contexte scientifique où en fait ils mettent les gens suffisamment dans le coma pour qu'ils puissent entrevoir le continent des morts, donc ce qui correspond soit au paradis, soit à l'enfer, c'est selon. Et pas suffisamment dans le coma pour qu'ensuite ils puissent les ramener et qu'ils décrivent ce qu'ils ont vu. Et ça annonce un petit peu une sorte de dystopie surnaturelle, comme ce qui se passe dans ta nouvelle, où en fait le fait que la vérité apporte, enfin que le mensonge apporte la mort dans le monde, cela crée un monde avec de toutes nouvelles règles. Ben, dans les Thanatonautes, tu as le même genre de choses avec le fait que la connaissance du territoire de la mort influence la vie sur Terre. Bah, effectivement, parce que de toute façon, si tu sais qu'il y a quelque chose après la mort, T'as moins peur de mourir. bah oui, évidemment. C'est la quête ultime hein, de l'humain. On ne sait pas ce qu'il y a après. Et il Mhm. y a des gens qui préfèrent du coup croire qu'il y a quelque chose en fonction des actions que tu fais, et puis il y en a qui préfèrent ne pas croire parce qu'ils ne savent pas, Ouais. et il y en a qui ne savent pas et qui se disent je sais pas, on verra bien, tu vois. Donc en fait, c'est une vraie question existentielle. C'est une des questions d'ailleurs qui a toujours passionné ou obsédé les humains Ouais. à travers toutes les cultures. On essaie quand même de se poser la question de qu'est-ce qui se passe après la mort, que ce soit chez les Égyptiens avec le dieu Anubis qui venait et qui t'emmenait, que ce soit les cultures vikings qui, si tu avais eu une bonne vie de guerrier, bah, du coup tu allais au Valhalla avec Ouais. des, comment ça s'appelle, des Valkyries qui t'accueillent, du vin et des batailles à l'infini parce qu'ils aiment bien se battre. Ou d'autres après religions Mhm. monothéistes qui proposent effectivement, si tu as été un bon humain, bah, du coup tu as une bonne après-vie. Donc c'est une vraie Ouais. question ça changerait tout si on savait. Oui, et justement aussi quelque chose qui revient souvent et qui rejoint un petit peu l'aspect de justice divine qu'on avait évoqué plus tôt, c'est le fait que tu as très souvent une notion d'enfer dans l'après-vie Mm, qui détourne un petit peu les personnes du chemin de la mort mm. pour les inciter à respecter la vie en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est un peu un... En fait, c'est encore une fois, comme à la travers le mensonge, quand on vous dit si vous mentez, vous mourrez, bah, il y a cette idée de s'il y a une vie après la mort, si t'es méchant, tu vas en enfer, quoi. Et si t'es un bon, tu vas au paradis. Donc il y a aussi la même chose, sauf que c'est comme si on ajoutait une nouvelle règle, en fait, à ces fameuses règles Oui, déistes, en fait, tu vois, de se dire il se passe quelque chose après, tu vois. Donc, déiste ou théiste? Déiste? Non, théiste. Théiste. Théiste, ouais. théiste sans Ouais. doute. Et du coup, voilà, je trouve que c'était intéressant. Et effectivement, après, que ce soit pour tout le monde le coup près, bah, est-ce que c'est pas juste de tuer tout le monde qui ment directement, quel que soit le mensonge? Je sais pas. Maintenant que tu m'as raconté cette histoire, j'ai envie que tout le monde meure, même pour un petit mensonge, dans mon histoire. Mhm. Parce que voilà, l'histoire de Lankou, c'est ça. En gros, si tu commences à faire un petit peu la distinguo entre ou que tu nuances, est-ce que c'est vraiment juste? Tu vois, ce retour me confirme peut-être un peu plus mon envie de d'être hardcore. Ouais. Bah, après, le fait d'être hardcore, c'est que si on prend la règle de le mensonge tue, après, c'est pas vraiment clair dans la nouvelle si c'est que Wael qui détient ce pouvoir ou si c'est un pouvoir qui s'abat sur le monde sans le regard de Wael. Mm, Et justement, c'est un flou qui est voulu de ta part. mm. Mais si. Qui est levé. Si on lit entre les lignes, je peux pas spoiler, mais si on lit entre les lignes, cette réponse est donnée. Mais si on répond entre les lignes, mais c'est pas une réponse qui est donnée Explicite, oui. Oui, de oui, bien manière sûr. Oui, explicite. oui, bien sûr. Implicite, du coup. C'est, oui, implicite. Ouais. Donc, si on prend le fait que la vérité soit, enfin que le mensonge soit puni unanimement partout sur la planète, euh, tu risques de te retrouver avec une planète vraiment dépeuplée du genre humain très très vite, vu à quel point quasiment tout le monde ment au quotidien. C'est exactement ce que je voulais imaginer dans la réflexion. Et Mm. c'est pour ça que j'y réponds implicitement. Mais oui, pour moi, si
Imaginez-vous, là, d'un coup, je vous dis, n'importe quel mensonge, vous mourrez. Ça change tout. Oui. Parce que parfois, tu te rends même pas compte que tu mens. Oui. Dans le sens où tu dis euh, ouais, t'as sorti les poubelles? Ouais, t'inquiète, je l'ai fait. Mort. Bah, Dead. du coup, il y a une vraie réponse qui pourrait se dire, je sais pas. Plutôt que oui, oui. Qui va créer du coup une frustration si la personne, euh, comment? Si la personne comptait par exemple sur toi pour le faire. Si tu dis oui, oui. Déjà, si tu dis oui, oui, je l'ai fait, tu sais que tu mytho déjà, tu vois. Non, je me dis. Non, mais c'est par exemple, tu dis oui en pensant que tu l'as fait, mais alors que tu l'as pas fait. Bah, ce serait ta vérité dans ce cas-là, du coup. Ouais, mais parce que t'as oublié ou que t'as confondu les événements. Bah, du Enfin, coup, tu mourrais pas, je pense. Ouais. Oui, parce que Parce c'est que ta c'est ta vérité. vérité. mhm. C'est vraiment, encore une fois, je pense, c'est la question qu'on se disait tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui est daltonien, par exemple, Ouais. tu lui dis Le quelle voit, couleur c'est ce truc-là, il va te dire c'est rouge. Alors que toi, tu le regardes c'est bleu. et c'est bleu. Tu dis, bah non, c'est bleu. Ah, je suis daltonien, moi je le vois rouge. D'accord. Ouais. C'est sa vérité pourtant, tu vois. Bah, tu vois, ça me fait penser à un autre conte qui me semble vient d'Inde ou d'un pays proche, qui s'appelle les Six aveugles et l'éléphant. Je sais pas si vous le connaissez. Non. Non. Pour moi, c'est un des contes qui me marque le plus en termes de symbolique, dans le sens où tu as un roi qui qui voit ses conseillers s'embrouiller pour des bêtises. Et donc il fait venir six aveugles, il leur fait toucher des parties d'un éléphant de manière individuelle, et ensuite il leur demande de dire ce que selon eux est un éléphant. Donc tu as celui qui a touché la trompe qui dit que c'est un serpent, celui qui a touché la défense qui dit que c'est une branche d'arbre, celui qui a touché la patte il dit que c'est un pilier, celui qui a touché la queue il dit que c'est un plumeau, celui qui a touché le dos il dit que c'est une table. Et voyant que quasiment aucun d'entre eux n'a la même vision de ce qu'est un éléphant, ils en viennent à s'embrouiller en se disant que seule leur vérité est la meilleure, alors que eux, ils n'ont jamais vu l'éléphant dans son ensemble. Ça rejoint pour moi le fait que tu soulignes que la vérité peut être subjective. Effectivement. Et c'est pour ça que il y a une certaine justice un peu. Par exemple, imaginons cette. Je trouve l'exemple, il est cool. Est-ce que tu as sorti les poubelles? Oui, oui, je les ai sorties. En pensant qu'il les a sorties, tu vois. Et en fait, il arrive devant les poubelles, il se rend compte qu'il les a pas sorties. Il les sort, et il va voir la personne, je suis désolé, tout à l'heure, je t'ai dit que oui, mais en fait c'était non, tu vois. Et ça pourrait se terminer comme ça, tu vois. Ouais. Avec Ou alors le gars est trop Et là- con et il disait oui, j'ai fait ce qui m'avait été demandé depuis le début. Voilà, par exemple. Mais il y a vraiment cette idée de. Ouais, mais je pense qu'en vrai, ça changerait plein de. Enfin, ça doit changer effectivement plein de choses. Mais il y a une règle dans le pouvoir que vous découvrirez si vous voulez lire la nouvelle, qui effectivement est implicite, mais qui explique en fait que il y a des choses un petit peu débiles qui ne peuvent pas forcément arriver. Mais ça, je peux pas trop en dire plus. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée du hardcore, mais ça m'a donné en fait d'autres idées sur cet aspect de. euh, Ce serait peut-être le sujet d'une nouvelle, d'une autre nouvelle. Parce qu'en fait, ces échanges que j'ai eus avec toi, sur le fait qu'il pourrait y avoir une justice qui soit adaptée en fait à ce que les gens font, bah, pour moi, c'est presque un autre récit, tu vois. Et je Ouais. suis en train de réfléchir à autre chose. D'ailleurs, j'ai écrit pas mal de petites choses, des Mhm. notes, etc. Donc Ouais. peut-être un deuxième récit, on sait jamais. Mais d'ailleurs, justement, en fait, quelque chose qui est en lien avec le fait de agrémenter ton récit pour le rendre un petit peu plus construit, un petit peu plus solide. Bah, justement, toutes ces discussions qu'on a eues par rapport à ta nouvelle sur la justice, la mort, la vérité et le mensonge, Mm. pour moi, c'est des choses qui peuvent être développées à l'intérieur de ta nouvelle via les échanges entre les personnages. Mm. Je pense notamment, par exemple, avec Fatima, où Wael pourrait essayer de questionner les, ce qui se passe avec les débuts de son pouvoir avec elle. Donc, qui serait totalement honnête avec lui, mais qui aurait peut-être un avis différent sur les conséquences qu'apporte ce pouvoir sur la société. Ouais, mais ça voudrait dire qu'il lui. Parce qu'elle ne connaît pas son pouvoir.
Non, mais justement, en fait, Wael dirait, il se passe telle chose dans le monde, qu'est-ce que t'en Qu'est-ce que penses? t'en penses? Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, dans ce cas-là, ouais. Et en fait, lui, il développerait son avis sur ce qui est en train de se passer. Fatima, pareil. Et on Ou- pourrait peut-être intégrer l'idée de vérité subjective, par exemple. Oui, dans ces échanges-là, ou même Bah avec ouais. le groupe, je crois, c'est Veritas Ouais, Reginae, ouais. où beaucoup d'échanges pourraient être constructifs sur ce qu'est la vérité, ce qu'est le mensonge, parce que c'est des thèmes qui sont vraiment très vastes à explorer, comme Mm. on a pu le voir depuis le Ouais, début bien de ce sûr, bien sûr, bien podcast. sûr, bien sûr. Donc pour moi, tu vois, toutes les discussions qu'on a eues peuvent faire l'objet de dialogue ou d'introspection de Wael Ouais, ouais. enfin, dans la nouvelle. Mm. Effectivement, ça c'est une partie que j'avais un peu squeezée, mais Pascal, du coup, qui est une des représentantes de la fameuse communauté de la vérité, il y a pas mal de passages que j'ai squeezés, parce que je me suis dit que ça pouvait être un peu long, parce qu'elle, elle se pose des questions sur ces fameuses règles, etc. Euh, mais peut-être à réintégrer et Ouais. peut-être effectivement agrémenter pour pouvoir pousser à la réflexion à la fois de Wael et aussi du lecteur à travers cette Ouais. lecture, quoi. Parce que justement, le personnage de Pascal, moi, de mon point de vue, avec tous les passages que tu as squeezés, où comment dire, elle avait des questionnements sur ce qui était en train de se passer, sur le sujet de la vérité, eh bien, moi, j'avais une vision assez simple du personnage, dans le Mm. sens où elle s'est rendue compte que le mensonge tuait des gens, donc j'ai pris la décision de ne pas mentir. Et la réflexion s'arrête là. Ce qui est un peu dommage Mm. avec le potentiel d'idées que cette situation peut offrir. Mm. Ouais, ouais. Mais c'est des notes intéressantes. Et puis, je profiterai aussi du podcast que je réécouterai volontiers pour me reprendre des piqûres de rappel. Oui, bah justement, c'est un petit peu pour ça que j'ai lancé l'idée de ce podcast et comment dire, mes réseaux, en fait. Moi, ma chaîne YouTube, ça s'appelle La Pancine d'Alex, en référence à la pancine d'Harry D'Harry Potter, Potter. parce que justement, c'est quelque chose dont je me sers pour me remémorer Des euh, passages. enfin, mes réflexions, les moments importants de ma vie et les avis que j'ai eus sur les œuvres que j'ai pu voir, lire Mm. et tout ça. C'est très intéressant. Bah, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour du sujet, à Ouais, mon avis. ouais, ouais. Je mettrai du coup à disposition si il y a des auditeurs qui sont intéressés de lire la nouvelle, je pourrais leur partager les personnes de ta communauté Ouais. afin de recueillir encore plus de retours. En vrai, vu que moi je suis complètement débutant, hein, je suis très preneur de ces retours-là. Évidemment, les retours que toi tu m'as fait seront déjà. Enfin, moi j'ai commencé déjà à les traiter, j'ai commencé bien à les lire, donc je sais que ça va être dans les premiers. Mais s'il y en a d'autres qui veulent ajouter leur grain de sel et m'aider dans ce travail-là, Mhm. je suis preneur. Ouais. Donc, on arrive doucement à la conclusion de ce podcast. Je vais vous demander si vous avez quelque chose à mettre en avant de votre côté. Vous pourrez me demander de mettre vos réseaux en description pour que les personnes puissent aller les voir. Mais si vous avez un projet quelconque ces derniers temps, donc toi Clé avec ta nouvelle, mais tu as peut-être d'autres choses, donc je vous laisse la parole. Alors, tout d'abord, j'ai mon EP qui sortira en espérant au mois d'août. Et avec plein d'artistes, plein d'artistes. Et moi surtout, ravi de travailler, contribuer, tout ça. Et après, j'ai mon manga que je vais faire, Mhm. que je travaille pour l'instant. Mhm. Et moi, du coup, avec mon meilleur ami, on va peut-être lancer bientôt une entreprise, auto-entreprise pour le cinéma. Parce qu'on a tous les deux beaucoup de matériel et on est passionnés par ça. Et on a déjà un petit réseau à nous. Donc, quand on combinera nos idées ensemble, c'est pour ça que je suis ici, moi, pour apprendre l'auto-entreprise et tout ça. Et bah, pour bientôt, du coup, on aura notre petite entreprise. Donc, si jamais il y a des gens intéressés pour réaliser des projets à eux, bah, on peut.
Oui, bah surtout qu'à l'Infolab, il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans ce qui concerne l'auto-entreprise Mm. et aussi le domaine du cinéma. Mm. Donc avec notamment certaines personnes avec qui je suis déjà en contact ici. Donc oui, je pense que tu es dans un endroit propice pour faire ça. Et je sais pas si je peux être plus précis que Vasco sur une éventuelle sortie de projet, mais je travaille aussi sur Mhm. de la musique depuis quelques mois déjà. J'ai déjà des choses de terminer, mais je sais pas si ça sortira un jour. Mhm. Mais voilà. Ouais. Et Bah, toi? bah, moi, mes gros projets, globalement, vous en avez un aperçu sur mes réseaux sociaux. Un projet que je vais diffuser prochainement, c'est un jeu de rôle que je suis sur le point de masteriser et je vais lancer les premières parties dans pas très longtemps. Et gros projet qui concerne Bourges 2028 où je sais pas trop encore dans quoi je me lance, mais j'y suis Mhm. allé. Ce serait un concours de nouvelles à échelle régionale, voire plus, où il y aurait une remise de prix qui se passerait lors de l'événement Bourges Capitale de la Culture et qui serait sans doute retransmise dans ce podcast lors d'un épisode spécial. Yes. Et moi, je t'assisterai parce que je trouve que l'idéal est super cool et du coup, c'est moi qui vais m'occuper Ouais, de t'aider à mettre en place et que ce soit avec ou sans financement, je pense qu'on pourra de toute façon organiser ça. Donc on oui, y va et si on peut avoir du financement, c'est mieux. Mais sinon, je pense qu'on pourra le faire quand même sans. oui. Et puis justement, pourquoi pas proposer ta propre nouvelle dans ce concours pour voir ce qu'elle donne Pourquoi et pas? avoir l'avis de retour de plusieurs autres juges autres que moi. Je pense aussi à Vasco, où tu pourrais peut-être proposer des esquisses de ton manga, Oui. puisque justement, je compte créer une catégorie un petit peu basée sur les œuvres plus graphiques, donc notamment manga, comics, bande dessinée, pour pas exclure ce pan-là de la compétition Mm. et du concours. Donc pourquoi pas? À voir. Oui, oui, oui. De toute façon, on va travailler fort, on va travailler fort Il faut. avec mon équipe. Voilà. Donc bah, on en arrive à la fin de ce podcast-là. Je vous donne rendez-vous pour le mois de, enfin pour l'émission qui retranscrira les lectures du mois de juin. Donc Au mois de merci juillet. Ouais, au mois de juillet. trouvez-moi des artistes, trouvez-moi des artistes. Mhm. Salut tout le monde! Bisous. Au Yes. revoir, bonne journée à tous et à toutes.